l'imbécile ne change pas. J'insiste, je persiste et je suis. Bonjour et bonsoir, chers amis qui suivent 5 sur 5 médias. Une fois encore, c'est moi, Marc Lushimba, dans mon programme Franc-Parler. Aujourd'hui, j'ai un sujet que je voudrais partager avec vous. Mais avant d'y arriver, j'aimerais un peu rappeler deux sujets, donc deux événements qui ont défrayé la chronique. Donc, il y a 1 ou 2 semaines. Donc, le premier événement est la prestation de Koffi Olomide, donc au Congo-Brazza, pour soutenir la candidature de Denis Sassou Nguesso. Après avoir reçu de l'argent, il y a des gens qui disent qu'il a reçu jusqu'à 100 000 $, lui avec ses chanteurs et danseurs, et ce qu'il y a en tout cas donné le toupet d'aller chanter pour Denis Sassou, tout en sachant bien que Denis est un dictateur qui est en train de s'accrocher au pouvoir au détriment du peuple congolais de Brazzaville, tout en détruisant la démocratie au jour le jour. Et Koffi ne s'était pas arrêté par là, et il a été reçu sur un plateau, quelque part je pense à Kinshasa, où il a justifié pourquoi, selon lui, il est allé chanter et danser pour Sassou. Et ne s'arrêtant pas dans son expression, il a même voulu donner des idées pour que la constitution congolaise soit touchée, afin qu'on puisse y insérer une disposition qui parlerait des services rendus par les autorités, notamment les présidents du Congo, pour qu'on ne puisse pas donc les démonter du pouvoir, même à la fin de leur premier ou deuxième mandat, selon ce que la Constitution dit. Donc, selon Koffi Olomide, un président, s'il construit, bon, je ne sais pas comment Koffi Olomide conçoit le mot construire, parce que nous avons des cerveaux différents, nous avons des façons différentes de penser et des façons différentes de regarder, de voir les choses. Moi, je ne sais pas si au Congo, Koffi a remarqué que vraiment Joseph Kabila a construit le Congo. Et pour lui, il est en train de faire l'avocat de Joseph Kabila, c'est-à-dire qu'on le laisse là-bas, qu'on ne suit pas la démocratie à l'occidental, aveuglément là. Donc, qu'on touche un peu à la Constitution pour que Kabila demeure au pouvoir. Et c'est ce qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos, même venant des pays qui ne sont pas la République démocratique du Congo. Par-ci, par-là, on a critiqué Koffi Olomide et on l'a même qualifié d'un monsieur dont le cerveau ne tourne pas rond et un monsieur qui nage à contre-courant, c'est-à-dire qui est en train de faire la promotion des antivaleurs. Et c'est tellement regrettable. Et c'est ce qui, une fois encore, a entaché donc, les intellectuels congolais. Ce qui est étonnant, on voit au Congo, le pays a un taux très élevé de gens qui se disent intellectuels, qui ont des diplômes, des brevets, des licences, des doctorats, je ne sais pas, des ingénieurs là-bas. Mais à la lumière de ce qui se passe au Congo, ce qui est en train de se passer au Congo, sur le plan politique, économique, culturel, social, on voit que le pays, pour être franc, n'avance pas, ne va pas convenablement, ne traverse pas même la ligne fixée pour qu'on puisse dire qu'il fait bon vivre en République démocratique du Congo. Mais on a des intellectuels
qu'on croyait être des porte-flambeaux de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les artistes, parmi lesquels les musiciens, donc Kofi. On voit que ces artistes-là sont en train de défendre l'indéfendable. Donc, ils sont hors la loi. Pour avoir reçu seulement des dollars, il est prêt, comme il a déjà vendu son âme, il veut aussi vendre l'âme du peuple congolais. Et ce qui est vraiment regrettable. Et en tant que Congolais, qu'on soit au pays ou bien dans la diaspora, nous ne devons pas accepter que cela se fasse au Congo démocratique. Et il y a aussi un autre sujet, c'est-à-dire l'assassinat du père Vincent Machozi, c'est-à-dire un Nandela, qui était vraiment membre du clergé catholique et aussi un activiste dans la société au Nord Kivu. Donc, son poste, c'est-à-dire de serviteur de Dieu, ne l'a pas empêché à travailler aussi pour le bien-être social des Congolais et surtout de défendre la liberté du peuple congolais. On a vu qu'il était vraiment actif dans la société parce que la partie dans laquelle il vivait, c'est-à-dire chez les Nandés là-bas, c'est-à-dire à Beni, Lubero et les alentours là, au fil des ans, c'est-à-dire à peu près une quinzaine d'années, il y a eu des massacres que le gouvernement congolais n'a pas su freiner. Donc le gouvernement congolais n'a pas su mener des enquêtes et trouver des assassins. Alors le peuple, se sentant abandonné à lui-même, il y a eu des gens qui se sont levés, parmi lesquels donc feu le père Vincent Machozi, qu'on a assassiné. D'ailleurs, pourquoi? Parce que les assassins ont senti qu'il était vraiment devenu une épine dans leurs chaussures, sous leurs pieds. C'est-à-dire, c'était un témoin gênant, rempli de courage, qui prenait des notes, qui organisait la société et qui avait même compilé, selon le témoignage des gens de Beni et Lubero, le père Vincent Machozi avait compilé un rapport qu'il est même allé emmener à la CPI en Hollande pour que cette cour pénale puisse se pencher sur ce dossier et voir comment traquer et faire passer devant la barre tous ceux qui sont en train de tuer le Congolais aujourd'hui. Et malheureusement, il a été tué, mais quand vous suivez le témoignage, c'est avec la complicité des fils du pays, des Congolais. Et c'est le même sujet, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire le Congolais est devenu un homme tellement léger, facile, qui, devant l'argent provenant même d'un étranger, monsieur le Congolais, madame la Congolaise, ils sont capables de vendre leur famille, leur quartier, leur ville, leur province, et même faire tuer leurs frères. Et ce qui est vraiment regrettable et qui nous montre qu'on a vraiment un grand travail à faire au Congo démocratique. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous sommes en train de faire des programmes comme celui-ci. C'est pour échanger les idées et voir ce qui va et ce qui ne va pas pour pousser nos autorités à se lancer sur le terrain, travailler sérieusement dans le respect le plus strict des droits et des institutions du pays. Mais mon sujet aujourd'hui, ce n'est pas seulement Kofi Olomide ou bien la mort du père Machozi. Bien sûr, c'est la mort du père Machozi qui m'a poussé à faire ce que je veux faire maintenant, c'est-à-dire de présenter un sujet aujourd'hui
qui tourne toujours autour des manquements du gouvernement. Puisque j'en avais parlé dans le passé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a plus ou moins, si je ne me trompe pas, 12 ou bien 13 ans que je parlais à un éminent professeur de la tribu Nande qui donnait cours dans une université ici aux États-Unis, en Californie. On échangeait les idées sur la situation politico-socio-culturelle du Congo il y a 13 ans, imaginez-vous. Les choses ne marchaient pas. Et en m'asseyant avec ce professeur-là et ses amis, il m'avait dit des choses que j'avais retenues vraiment. J'ai mis ça même dans mes notes quelque part. Et je continue à méditer sur ces histoires-là. Et aujourd'hui, si je tiens à partager vraiment cette histoire avec vous, c'est parce que je commence à voir que ce que le professeur là m'avait dit, ce Nandé là, ce qu'il m'avait dit, si ce n'est pas la vérité totale, mais c'est la vérité soit à 90 ou bien 99%. Et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui à donner un peu le titre à ma causerie. Donc, si je peux donner un titre, dans ma causerie d'aujourd'hui, je dirais que je vais un peu parler des 6 missions de Joseph Kabila en République démocratique du Congo. C'est-à-dire les 6 missions que Joseph Kabila a en République démocratique du Congo. Donc les missions qu'on lui a données en tant que président de la République. Si je peux bien me rappeler, l'éminent professeur là, Nande, m'avait dit que la première mission, parmi les 6, donc la première mission de Joseph Kabila au Congo, c'était de faciliter l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Et ensuite, laisser les assassins et leur connexion donc s'évaporer dans la nature, sans jamais qu'il y ait enquête, recherche, ou bien sans jamais traduire les vrais fautifs, ou bien les vrais criminels devant la loi, soit congolaise ou bien internationale. Beaucoup de Congolais se souviendront de la façon dont le président Laurent Désiré Kabila avait été tué. C'était comme dans un film. En guise de récapitulation, c'était un certain jour. Donc, c'était à 13 h en 2001, si je ne me trompe pas. C'était le 16 janvier en 2001. Et il était en train de recevoir donc, certains membres du gouvernement pour préparer le lendemain, c'est-à-dire le 17, la fête en commémoration donc, des combattants de la liberté et de l'indépendance du Congo, notamment Lumumba. Et c'était au Palais du Marbre. Il n'était pas seul. Il y a des versions qui divergent, mais la réalité nous dit que il était en train de parler à certains Congolais, mais sans oublier qu'il y avait aussi un étranger là-dedans. C'est-à-dire un Libanais qui était un homme d'affaires. Vous savez, Laurent Désiré Kabila faisait face à un embargo. Donc on lui avait imposé par l'ONU, spécialement les États-Unis d'Amérique, pour qu'elle ne puisse pas se payer des armes. Alors qu'au même moment, l'Amérique, avec la complicité de l'ONU, était en train de cheminer des tonnes et des tonnes d'arsenal au Rwanda et en Ouganda pour attaquer Laurent Désiré Kabila afin de l'affaiblir et de l'éliminer. Pourquoi? Parce que dans leur plan, Laurent Désiré Kabila ne devait pas devenir président du Congo.
fallait le bousculer, mais comme Laurent Désiré Kabila résistait, s'était imposé, alors ça ne plaisait vraiment pas. Et donc, faisant face à un embargo, Laurent Désiré Kabila voulait utiliser les chemins détournés pour continuer à s'acheter des armes afin de défendre la République démocratique du Congo et le peuple congolais. C'est pour cela que dans ses recherches, il avait trouvé un certain Libanais avec qui il pouvait coopérer pour avoir des armes, même d'une manière qui n'était pas classique. Et ce jour-là, donc le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila était en train de parler à ce Libanais-là, qui était venu lui donner un rapport de comment il pouvait travailler pour acheminer les armes au Congo. Et c'est en ce moment-là que Laurent Désiré Kabila a été tué. La version qui fait fureur, c'est-à-dire la version qu'on est en train de propager jusqu'à aujourd'hui, c'est que il y avait l'un des gardes-corps, Rachidi, qui était dans l'antichambre, qui est venu voir Laurent Désiré Kabila et qui a demandé l'audience, qui s'est approché comme s'il voulait parler de près à Laurent Désiré Kabila, et il a pris son revolver, il a tué le président à bout portant. C'est une version, l'une des versions. Et le même Rachid a été tué, selon d'autres versions, par le colonel Edi Kapend. Et c'était vraiment la débandade totale. Il y a même des versions qui disent qu'Edi Kapend était aussi complice. Et en tuant Rachidi, c'était pour brouiller les traces. Donc, pour que les vrais témoins ou bien les vrais acteurs ne puissent pas parler parce que lui, Edi, voulait prendre le pouvoir. Alors, parmi les vieux loups qui ont travaillé avec Laurent Désiré Kabila, beaucoup continuent à nier, à dire jusqu'à aujourd'hui qu'Edi Kapend est innocent. Il avait fait que son devoir, rempli d'émotion quand il a vu que son chef, le président de la République du Congo, Laurent Désiré Kabila, s'étendait par terre, était tué. Alors, rempli de rage, il voulait se venger. Et après la mort de Kabila, le pays devait se disloquer parce qu'il y avait la panique partout. Mais, rassemblant son courage, Edi Kapend est passé à la télévision pour dire aux Congolais de se calmer, que la situation était calme et tout reprenait en ordre. Ça, c'est une des versions. Mais toujours dans les recherches, il y a une version qu'on ne veut pas publier, que le gouvernement congolais aussi n'aime jamais parler de ça. C'est la version qui nous dit que le Libanais là, qui était en train de parler avec Laurent Désiré Kabila pour les affaires, c'est-à-dire l'acheminement des armes par des chemins non classiques en République démocratique du Congo pour que le Congo puisse résister contre les agresseurs. Donc ce Libanais-là, qui parlait à Laurent Désiré Kabila ce jour-là, c'est lui, en complicité avec le Rwanda, l'Ouganda et d'autres grandes mains en dehors de l'Afrique, avait tué Laurent Désiré Kabila. Et après l'avoir tué, Rachid avait entendu le son d'une arme. Et d'abord, en guise de rappel, ce n'est pas Rachid qui était venu, donc qui voulait à tout prix voir Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire celui qui a fixé un rendez-vous, qui avait demandé, qui dit, mon président, je vais te voir. Non, c'est Laurent Désiré Kabila qui avait appelé Rachid. Puisque Rachid ne travaillait pas. Ce jour-là, il devait être en repos
C'est pour cela qu'il s'était présenté sur l'appel de Laurent Désiré Kabila au bureau, en tenue civile. Et il attendait que Kabila, le président, finisse ce qu'il était en train de faire pour que lui, Rachid, puisse entrer, pour que Kabila puisse l'appeler n'importe quand, afin qu'il puisse lui dire pourquoi il l'avait appelé. Mais malheureusement, il a entendu le son d'une arme, donc on a tiré, et des cris des gens là-bas. Un homme a fui, c'est le Libanais là. Il a sauté, c'est pas par la fenêtre, derrière là, le jardin. Il y avait même un taxi qui l'attendait là-bas. Ils ont fui, ils ont traversé le fleuve Congo jusqu'au Congo-Brazza. Et eux, il y a d'autres versions qui disent que ce même jour-là, ce Libanais-là était en contact avec James Kabarebe au Rwanda. Puisqu'il y a des gens qui disent que, en prenant le taxi, ils ont entendu ce Libanais-là parler, dire que oh, le grand Baobab vient de tomber. Et il y a aussi des témoins du côté du Rwanda qui disent que, en recevant un message, James Kabarebe avait sauté de joie, recevant un message venant de quelqu'un qui venait d'accomplir sa mission en République démocratique du Congo. James Kabarebe était rempli de joie. Il a sursauté, il est allé annoncer dans le message à ses amis. Et c'est parmi ces gens-là à qui James Kabarebe parlait à Kigali, qui ont rapporté plus tard qu'il avait dit hey, les gars, mission accomplie. Vous savez le message qui nous parvient du Congo, l'homme est tombé. C'est-à-dire Laurent Désiré Kabila venait d'être tué. Alors, pour remonter le fil, c'est-à-dire, en tuant Laurent Désiré Kabila, Rachid a sursauté, il est entré. Edi Kapendo aussi était entré. Alors, ce qui s'est passé là-bas, c'est là où on nous cache la vérité. Rachid n'avait pas tué Laurent Désiré Kabila. Par contre, Rachid avait été tué. Pourquoi? Parce qu'il venait d'être témoin d'un événement qu'on craignait qu'il allait rapporter. C'est-à-dire un témoin gênant. Il fallait le liquider. Et ceux qui l'ont tué, c'est ceux qui ont même placé le revolver du crime dans les mains de Rachid pour faire croire au monde et aux Congolais que c'est lui qui venait de tuer Laurent Désiré Kabila. Alors Edi Kapendo, qui est venu là-bas, il y a des trous. On ne sait pas vraiment le rôle qu'il a joué, mais il a aussi essayé de tirer. C'est lui qui a tué Rachid. Point d'interrogation. Ce sont des questions auxquelles le gouvernement congolais, dans ses enquêtes, devait répondre. Mais jusque-là, si vous suivez, il n'y a absolument rien. Alors, dans ce désordre-là, parce qu'il y avait des tirs, on a pourchassé des gens, on parle des militaires qui étaient de garde là. On a pourchassé, on a tiré. Malheureusement, l'assassin a fui. Et il est libre dans la nature. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent nier que le Libanais là-bas n'y était pour rien, tout ça. Alors, où est-ce qu'il était parti? Parce qu'aucun dignitaire congolais ne nous a jamais dit le rôle que le Libanais là avait joué ce jour-là. Mais ce qui est un peu bizarre, c'est que les mêmes militaires congolais, la même nuit, c'est-à-dire la nuit du 16 janvier 2001, ils sont allés, toujours là-bas à Kinshasa, à un building, là où restaient les Libanais. C'est-à-dire soit la famille ou bien les partenaires de ce Libanais qui avait commis cette beuverie là-bas, donc qui avait participé directement à l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Des militaires sont allés tuer des Libanais en masse là-bas. Et il y a eu même un contentieux, je veux dire, entre le gouvernement congolais et le gouvernement libanais. Je ne sais pas comment ils se sont arrangés,
et comment les morts étaient rapatriés au Liban, tout ça. Alors la question qu'on peut se poser, si le Libanais n'y était pour rien, alors pourquoi est-ce que l'armée congolaise, les militaires congolais, devaient aller en expédition cette même nuit pour tuer un tas de Libanais là-bas, dans un building à Kinshasa? Alors vous voyez que c'est ce qu'on appelle question mark. C'est un peu ce qui nous inquiète. Et dans tout ça, le peuple congolais n'avait plus où donner sa tête. Selon la réalité, Joseph Kabila n'était pas là. Il était, je ne sais pas, à Moura, au Katanga, là-bas, dans un champ d'entraînement là, de militaires. Il a eu la nouvelle à partir de là. Ce qui fait dire à beaucoup de gens qu'il était innocent. Mais quand vous suivez les films policiers, les enquêtes des FBI, tout ça, service secret, on peut savoir ce qui va se passer et se déplacer à temps. C'est-à-dire être loin et rester en contact avec les gens qui vont perpétrer un crime quelque part. Pour que si enquête plus tard, vous allez dire « Oh, moi, je n'étais pas là ». Alors, c'est ça le problème au Congo. Joseph Kabila n'était pas là, il était à Moura. L'affaire lui a été communiquée par téléphone. Alors, il n'était pas rentré à Kinshasa. Il a préféré rester à Moura. Et on avait transporté Laurent Désiré Kabila rapidement à la clinique Ngaliema, selon les informations, pour essayer de lui donner des soins rapides là-bas, intensifs, et voir s'il allait récupérer. Et il y a des témoins qui disent toujours qu'en entrant là-bas, c'était comme si le temps s'était arrêté. Tous ceux qui avaient vu donc le brancard sur lequel était Laurent Désiré Kabila, on leur avait empêché de sortir de la clinique. Et paraît-il, on avait même acheminé beaucoup de monde pour qu'ils ne puissent pas rentrer dans leur quartier et dire ce qu'ils ont vu. On les avait acheminés toujours à partir de la clinique, on les avait amenés quelque part, même à l'aéroport. Et les autres s'étaient retrouvés à Lubumbashi, dans l'avion là où se trouvait le corps de Laurent Désiré Kabila, en transit à Lubumbashi pour se retrouver quelques heures après au Zimbabwe, là où donc on n'était pas allé soigner Laurent Désiré Kabila parce qu'il était déjà mort. La réalité, c'est qu'il était déjà mort à partir de Kinshasa. Alors pourquoi est-ce qu'on n'avait pas laissé son corps à Kin, dire aux Congolais la vérité, chercher à organiser les funérailles nationales? On a préféré transporter un cadavre en transit à Lubumbashi pour aller au Zimbabwe. C'est ici où d'autres versions disent que c'est parce que Laurent Désiré Kabila déposait l'argent de la République démocratique du Congo dans une grande banque. Je ne sais pas, c'est First Bank, tout ça du Zimbabwe. Et pour avoir accès à ce compte-là, ce n'est que l'un des doigts de Laurent Désiré Kabila qui devait ouvrir ou bien fermer le compte-là. C'est-à-dire les empreintes digitales. C'est ce qui fait dire à d'autres langues qu'on l'avait transporté là-bas, c'est pour aller, soit couper l'un de ses doigts, je ne sais pas si c'est le pouce, l'index, pour ouvrir donc le compte, et c'est pas changer même de code pour continuer à s'en servir plus tard. Et après, vous avez vu, le cercueil est revenu, déjà scellé à partir du Zimbabwe. Donc, les Congolais ont vu seulement sur la lucarne le visage du défunt président. C'est encore des mystères. Et on l'a enterré. Et jusqu'à aujourd'hui, après, si vous suivez très bien, c'est maintenant après 15 ans, aucune enquête ne nous a dit la vérité. On a une poignée de gens dans les prisons
à Kinshasa, spécialement la prison de Makala qui sont là. Les autres même s'étaient enfouis avec la complicité des géoliers, des autorités du Congo. Et il y a un grand cafouillage. On ne sait pas là où les enquêtes sont arrivées. Et, et c'est sûr, on ne le saura pas. Puisqu'à l'allure où vont les choses, à l'allure où les choses sont en train d'être faites en République démocratique du Congo, il n'y a aucune commission. C'est comme si c'est un dossier déjà classé. On ne travaille plus là-dessus. Et beaucoup de gens qui étaient les compagnons de Macky, de Kabila, qui étaient même dans son parti politique, Joseph est revenu, il a pris le pouvoir, et ces gens-là ont été mis de côté. Et il y a même d'autres versions qui disent que ce qui était arrivé au Congo, c'est-à-dire la mort de Laurent Désiré Kabila, avait laissé les choses non préparées. Idi Kapin lui-même hésitait entre prendre le pouvoir, parce qu'il n'y avait pas, il n'y avait personne qui pouvait se décider, il n'y avait aucune organisation. C'était une surprise, tout le monde était pris de court. Alors Idi Kapin, s'il était courageux, devait prendre le pouvoir pour combler ce vide juridique-là. Et c'est cette attente là-bas, cette hésitation qui a fait que les compagnons de lutte de Kabila, qui tergiversaient là-bas, qui a fait que Joseph est revenu du Zimbabwe, les a rencontrés dans une réunion et il s'est mis là et s'est imposé en tant que président de la République démocratique du Congo. Et d'autres langues disent qu'il y avait une forte pression extérieure. Donc, interdisant à n'importe qui de devenir président, à part le fils du défunt président, c'est-à-dire de Laurent Désiré Kabila. Et il est président jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je le disais, selon mes échanges avec certaines personnes qui connaissent bien l'Est du Congo, notamment Beni et Lubero, ils m'ont dit que tout ce théâtre fait partie des 6 missions qu'on avait données à Joseph Kabila. Donc la première, c'était de faciliter l'effacement de Laurent Désiré Kabila et de brouiller les pistes pour qu'enquête il n'y aura pas et tout resterait comme ça, lettre morte. Et la deuxième mission, c'était de sécuriser le Rwanda et l'Ouganda. Et si vous remarquez très bien, c'est ça la réalité du terrain. On a un pouvoir, un gouvernement en place, et on sait que le Congo a toujours été en guerre. On a été en guerre et on l'est toujours pendant beaucoup d'années. Contre le Rwanda et l'Ouganda, d'abord, ce sont des ennemis qu'on peut voir, des proches, des ennemis proches. Mais derrière eux, il peut y avoir d'autres grandes mains. Mais le comportement de notre gouvernement et de notre président, c'est-à-dire Joseph Kabila, laisse à désirer. C'est-à-dire ce comportement étonne beaucoup de gens. On voit que dans beaucoup de choses, le gouvernement congolais est là pour travailler pour l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire pour la sécurité du Rwanda et de l'Ouganda. On a vu des opérations telles que Kimia, je ne sais pas, 2, tout ça. Ce sont donc des Rwandais et des Ougandais qui décident ce qu'il faut faire, qui imposent à la République démocratique du Congo que nous, Rwandais, nous sommes en insécurité aussi longtemps que les FDLR sont chez vous. Donc nous voulons entrer chez vous pour aller traquer ces FDLR. C'est comme si chez nous, on n'avait pas une armée, on n'avait pas un gouvernement, il n'y avait que l'incapacité totale. Et notre gouvernement, sous pression,
a plusieurs fois laissé Rwandais et Ougandais entrer au Congo à l'insu des Congolais, c'est-à-dire en catimini, pour travailler, faire le travail que les Congolais, les militaires congolais devaient faire, mais à qui on a privé ce luxe-là, ce privilège. Et à plusieurs reprises, on a vu, quand il y a eu conflit, quand le territoire congolais était envahi par les étrangers, l'armée congolaise a attaqué pour se défendre. Mais à plusieurs reprises, on a eu des rapports qu'il y a des injonctions qui venaient de Kinshasa, de la magistrature suprême, de la haute hiérarchie militaire, pour dire aux militaires congolais qui avaient le vent en poupe, qui étaient vainqueurs là-bas, de s'arrêter, de ne plus continuer à se battre, de ne pas même traverser la frontière. Et parfois, si on voyait qu'un commandant, c'est pas, qui commandait très bien là, qui menait les opérations convenablement, était brave, lui avec son unité, bien ses unités, c'est soit un changement brusque. On enlevait donc ce militaire là-bas du corps de commandement, on le retournait à Kinshasa, et ainsi de suite. Et à plusieurs reprises, tous les Congolais ont été témoins. Ils ont vu, soit entendu dire que tel militaire a trahi, tel militaire haut gradé a été corrompu. Ils ont vendu les armes aux ennemis rwandais et ougandais. Ils ont vendu le plan de l'armée congolaise aux étrangers. Ils ont même vendu les uniformes. Alors, tout ça, on sent qu'il y a un ça ne va pas. Car nous savons que dans la règle militaire, on dit qu'il n'y a jamais eu de mauvais militaires. Il y a toujours eu de mauvais commandements et de mauvais gouvernements. Puisque si un militaire, ou bien si les militaires sont mis dans un état là-bas, sont bien tenus, respectés, bien traités, salaire, nourriture, bien entraînés, bien commandés, ils vous feront un travail de professionnel. Mais quand les militaires sont mal entretenus, pas de salaire, ou bien peu de salaire, un mauvais commandement, trop de trahison, quiproquo, on ne sait pas quel chef fait quoi, pour qui il travaille, est-ce pour le Congo, est-ce pour l'étranger, tout ça. C'est ce qui crée un désordre dans l'armée et qui fait que toutes les opérations aboutissent à un ou bien à des échecs. Et c'était le cas, et c'est encore le cas de la République démocratique du Congo. Et en dernière date, on a vu comment, dans des missions d'offensive, il y a eu quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'armée congolaise d'une craie blanche, ou bien d'une pierre blanche. C'est le colonel Mamadou Ndala. Vous avez vu comment ce jeune Jean-là a commandé ses unités, ses troupes très bien, et il progressait de victoire en victoire. Et la suite, nous la connaissons nous tous. Il a été tué dans une zone ou bien un territoire contrôlé par l'armée congolaise. Et tout ça ne fait qu'ajouter à la succession des trahisons encore. Pourquoi on avait senti que le colonel Mamadou Ndala, si on lui donnait vraiment tous les moyens, il y avait déjà une sorte de morale qui était revenue dans les troupes congolaises. Donc, elle devait traverser même la frontière, aller même au Rwanda, parce que les militaires eux-mêmes disaient ça, même Mamadou Ndala disait, nous allons venger nos frères et sœurs, nous allons venger nos compatriotes qu'on a tués. La guerre retournera, comme le disait Laurent Désiré Kabila, d'où elle a commencé, c'est-à-dire au Rwanda. Et mystérieusement, comme je l'ai dit, le colonel Mamadou Ndala a été tué. Non pas au Rwanda, au front. Non pas en Ouganda, mais
au Congo démocratique parmi les Congolais. Il n'y a que des fous qui peuvent trouver cette histoire normale et tourner la page. Ne jamais mener une enquête pour trouver qui a tué ce colonel-là, ce brave colonel qui a versé son sang, qui a même donné sa vie pour la République démocratique du Congo. La page a été tournée et le gouvernement a semblé oublier cette histoire. Ce qui nous fait confirmer que la deuxième mission du président Joseph Kabila, c'est de sécuriser non pas les Congolais, mais les ennemis, entre autres le Rwanda et l'Ouganda. Et la troisième mission, c'est-à-dire, c'est de tout faire pour ignorer le génocide congolais. Chers frères et sœurs, je peux vous donner un exemple du Rwanda. Selon l'histoire officielle, on nous dit que les génocidaires avaient tué plus ou moins 800 000 Tutsis au Rwanda. On appelle ça le plus grand génocide du XXe siècle. Et quand vous voyez comment les choses se font au Rwanda, c'est-à-dire, il y a un mémorial, et même des mémorials érigés en mémoire de ceux qui sont tombés sous le coup du génocide. Et il y a des enquêtes qui se font. La pression ne vient pas de l'extérieur. La pression vient d'abord du Rwanda, c'est-à-dire du président rwandais lui-même, Paul Kagame, et de son gouvernement. Excusez, ils font pression sur les institutions en Afrique et au niveau international pour que ceux qui ont commis ce crime ignoble puissent être pourchassés, poursuivis, arrêtés et traduits devant des cours et tribunaux pour être condamnés. Si cela se fait pour les 800 000 personnes qu'on a tuées au Rwanda, mais chez nous au Congo, les chiffres nous disent qu'il y a eu entre 8 et 10 millions de Congolais qui sont morts dans cette guerre nous imposée par le Rwanda et l'Ouganda avec la bénédiction de leur maître. On a un gouvernement en place et remarquez sur le calendrier congolais, il n'y a rien. Aucune date n'est là-bas pour dire que ça c'est une date qui va commencer à rassembler tous les Congolais, tous les fils et filles du Congo. C'est-à-dire une date qui sera marquée même d'une pierre rouge. Une date qui fera ce que le temps va commencer à s'arrêter en République démocratique du Congo pour commémorer la mort de nos compatriotes et faire suivre ces commémorations des cérémonies et des appels et des pressions au niveau du Congo et à l'extérieur pour que enquête soit faite, pour que pression soit faite sur les tueurs et leurs chefs afin qu'ils soient traduits devant les cours et tribunaux, soit en Afrique ou bien en dehors de l'Afrique, comme c'est le cas du tribunal d'Arusha, tribunal des crimes qu'on a commis au Rwanda. Mais on a un gouvernement en place qui ne fait rien. Et on a compris, après recherche et causerie avec les sages, c'est que les gens qui sont au pouvoir au Congo aujourd'hui, si pas tous, la majorité sont des complices qui ont, à un moment de l'histoire, à un moment de leur carrière politique, pactisé avec
l'ennemi du Congo. Et les autres, s'ils sont parvenus à prendre le pouvoir aujourd'hui, s'ils sont parvenus à arriver à Kinshasa, à entrer dans le gouvernement aujourd'hui, à être même les amis du gouvernement, la majorité présidentielle, c'est pour avoir été à l'école ensemble, soit en Ouganda ou bien au Rwanda, pour avoir reçu l'aide des agresseurs du Congo, pour avoir reçu le soutien de ces mêmes agresseurs afin d'attaquer et de tuer même les Congolais, de liquider le président Kabila et de prendre le pouvoir. C'est pour cela, imaginez-vous, ces gens-là ne feront rien pour commémorer le plus grand génocide qu'on peut même appeler la catastrophe, l'Holocauste congolais. Pourquoi? Parce qu'eux aussi se sentent coupables. Parce qu'ils ont participé au génocide des Congolais. Et comprenez pourquoi aujourd'hui, ces gens-là ne veulent pas lâcher le pouvoir. Ils sont en train de travailler nuit et jour, de chercher les voies et moyens pour coller au pouvoir, bien que leur mandat est en train de finir. C'est bizarre, et ce n'est qu'au Congo, là où les génocides ne se commémorent pas, là où la vie des citoyens n'a pas de valeur, là où le gouvernement reste bouche cousue, n'entreprend aucun mouvement pour, en tout cas, montrer que la vie des Congolais a une valeur dans le monde. Voyez-vous tous, Jean-Pierre Bemba est prisonnier à la CPI en Hollande. Pourquoi? Pour avoir répondu à l'invitation d'Ange Félix Patassé. Il est allé en République centrafricaine pour prêter main forte à Ange Félix Patassé, qui se sentait menacé là-bas, qui allait perdre le pouvoir, pour faire reculer. Ce n'est pas François Bozizé. Et vous-même, vous avez vu, la milice à Bemba, qui était composée à majorité des ex-FAZ, les militaires zaïrois de Mobutu, ils sont entrés en République centrafricaine et ont tout saccagé. Ils ont massacré beaucoup de gens. Et il y a même des rapports qui disent qu'ils ont même mangé la chair humaine. Ils ont violé des filles, des femmes, tué les gens, bouillir même la viande dans des marmites. Et ce qui fait que Jean-Pierre Bemba est en train de payer aujourd'hui. Et si nous voulons faire le décompte, ou bien le comptage des morts en République centrafricaine, il y a eu combien de morts? C'est des centaines seulement, ou bien 1 millier. Même des milliers au pluriel. Vous voyez comment la Cour pénale internationale est chaude sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que le pays, la République centrafricaine, d'abord, s'est engagée elle-même, a pris le dossier en main, a insisté, a montré du sérieux dans cette histoire. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais au Congo démocratique, le gouvernement est là, il ne fait rien. Et l'aîné de leurs soucis, c'est de chercher à se cramponner au pouvoir d'une manière illégale, en créant des dialogues, cherchant par tous les moyens. Et ce qui fait que la troisième mission, comme je l'ai dit, c'est d'ignorer la vie des Congolais, c'est-à-dire d'ignorer le génocide congolais, prétendre comme s'il n'y avait rien eu. Et avec les années qui passent, mes chers amis, vous remarquerez que si vous-même, vous ne savez pas écrire votre histoire, vous les Congolais, les universitaires,
les savants, vous n'écrivez pas des livres, des rapports à l'université, des travaux de fin de cycle, des mémoires dans lesquels vous allez parler, même des témoignages, dans lesquels vous allez parler de l'hécatombe qui est arrivée chez vous, de catastrophe, c'est-à-dire de ce génocide congolais. Si vous n'en parlez pas vous-même, si nous n'en parlons pas nous-mêmes, vous verrez qu'au fil des ans, on va oublier ça. Parce que les étrangers qui ont trempé dans cette histoire, ne vous attendez pas à ce qu'ils vont s'asseoir et écrire des livres dans lesquels ils vont dire « Nous sommes entrés au Congo, nous avons aidé tel et tel groupe de gens, telle armée, nous avons tué 8 millions ou bien 10 millions de Congolais. » Jamais. C'est pour cela que vous verrez, il y a beaucoup de faits historiques qui finissent par s'évanouir dans le temps comme ça. Pourquoi? Par négligence. Parce que les gens du pays n'ont pas écrit, n'ont pas fait pression. Si nous avons un gouvernement qui est incapable de s'imposer, de mener des enquêtes, de s'imposer pour que la communauté internationale nous aide à mener des enquêtes, mais qu'on écrive même ça, qu'on mémore même ça, mais il n'y a rien. Alors c'est ce qui justifie la troisième mission de Joseph Kabila qui est d'ignorer le génocide congolais. Et avec ça, nous passons donc à la quatrième mission, qui est d'aider à l'infiltration des étrangers au Congo démocratique. Comme me disait le savant professeur Nande de Beni et Lubero, il m'avait dit, mon petit, moi je suis de Beni. Je vais parfois en vacances là. Ce qui se passe là, c'est parce que le Congo est grand. On a beaucoup de gens là-bas à Kinshasa qui n'ont aucune connaissance de la République démocratique du Congo et qui ne savent pas, c'est-à-dire dans quelle situation vivent les gens de Beni, de Lubero, au Nord Kivu, même à Goma, dans les alentours là. Pourquoi? Parce que le Congo d'abord est très grand et ensuite, on a un gouvernement irresponsable qui ne veut vraiment pas se pencher sur ce sujet. C'est pourquoi vous entendez, il y a des massacres. Et notre gouvernement ne lève même pas le petit doigt. On tue des gens. Vous voyez vous-même en Belgique, France, le président s'engage, il est là. Il pousse à ce que les enquêtes soient menées. Pour combien de gens? 17, 30, 35. Mais dans un pays où on tue entre 8 et 10 millions de citoyens, on a un gouvernement qui est là, et même des gens qui applaudissent. Oh, Sabi Dimbu, il nous a laissé les traces. Quelles traces il nous a laissées? Alors vous voyez que l'idiocratie a atteint un niveau très élevé. Je ne sais pas quelle maladie est tombée sur la République démocratique du Congo. C'est ça la quatrième mission de votre président. Aider à l'infiltration des Rwandais et des Ougandais en République démocratique du Congo. Non pas seulement dans des zones, des villages, des forêts, des vallées, des collines, non. Jusqu'à même dans les institutions les plus hautes de la nation. C'est ce qui bloque beaucoup de choses. C'est ce qui asphyxie la République démocratique du Congo. On a trop de militaires rwandais et ougandais dans l'est du Congo. Vous donnez le commandement à des étrangers et vous pensez que le pays peut aller se battre contre le Rwanda et l'Ouganda et gagner le combat. Quand on a des Rwandais et des Ougandais à la tête des unités, dans les services même secrets, s'ils ne sont pas commandants directs comme ça, c'est-à-dire qu'ils contrôlent le pays du haut jusqu'en bas.
Et au lieu de lâcher le pouvoir, vous n'êtes pas rassasié. C'est-à-dire votre mission, c'est de finir les Congolais. Comme disait l'éminent professeur que Joseph partira. Si nous, Congolais, nous ne nous donnons pas la main pour le chasser rapidement, sa mission de laisser les étrangers s'infiltrer au Congo va continuer à se faire. Et le jour où il partira, plus tard, il va nous laisser un très grand problème. Ça va nous compliquer vraiment la tâche pour balayer, torchonner tous ces étrangers qu'il va nous laisser. On peut le faire, mais ça nous prendra beaucoup d'années pour dénicher qui est qui était entré, quand, comment, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est pour cela, vous allez voir que si nous étions dans un pays bien organisé, le recensement devait être pris au sérieux. Et remarquez que c'est un programme que le gouvernement de Kabila néglige. On veut seulement aller aux élections. On veut le dialogue. On ne songe pas à faire le recensement. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien, les traîtres qui sont au gouvernement au Congo aujourd'hui, ils savent très bien que c'est le recensement. C'est le recensement qui va nous montrer qui est qui. Qu'est-ce qu'il fait au Congo? D'où est-ce qu'il est venu? Et pourquoi il est au Congo? C'est bizarre. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays là où il n'y a pas de carte d'identité. Tu es là, assis, dans ton fauteuil présidentiel, dans un pays là où il n'y a pas de carte d'identité. Et tu es au pouvoir, ça fait 15 ans maintenant. Tu n'as jamais songé. L'identité de tout un peuple, le recensement. C'est le recensement qui va nous permettre d'aller dans des coins et recoins du pays, fouiller partout pour savoir qui est qui, d'où est-ce qu'il est venu. Vous négligez tout cela. Pourquoi? Parce que c'est l'une des missions qu'on vous a données, c'est-à-dire la 4e mission. Vous devez aider ceux qui vous ont formés, ceux qui vous ont parachutés là-bas, à s'infiltrer au Congo jusque dans la Malépinière. Et en s'infiltrant là-bas, ils font n'importe quoi. Après les institutions, ce sont des hommes. Les autres emportent des maladies telles que le sida, par pauvreté. Quand il y a la pauvreté, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, spécialement dans l'Est, et ces gens-là qui viennent, trouvent des populations pauvres. Ils couchent avec nos femmes, nos filles, les violent là-bas. Vous savez pourquoi il y a des viols? Ce n'est pas par hasard que ces gens-là viennent. Il ne faut pas vous dire qu'ils violent là-bas par plaisir. Non. Ils violent, c'est pour contaminer ces femmes-là, par force, afin que ces femmes puissent répandre ces maladies-là. C'est aussi une forme d'arme de guerre. C'est-à-dire, si on ne vous tue pas avec une cartouche, on peut vous tuer par la contamination du sida, par exemple. C'est cela beaucoup de gens ne savent pas pourquoi le viol est devenu monnaie courante en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement par plaisir sexuel, c'est une arme de guerre pour décimer la population congolaise. Alors vous comprendrez que les gens qui ont parachuté Joseph Kabila au pouvoir le savaient. Et je voulais oublier, après le coup, quand Laurent Désiré Kabila est mort, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi Joseph est devenu président. Mais un film a vraiment attiré mon attention. L'Afrique en morceaux. Pour ceux qui continuent à nier, parce que les Congolais sont champions en discussion inutile. Non, est-ce que yo ebi bakambozo luba, yo za contre-pouvoir, c'est vous les Congolais qui vendez votre pays à l'étranger. Oui,
c'est bien de le dire. Mais je vais vous passer un morceau. J'étais étonné de voir que l'AFDEL qui venait, c'était Laurent Désiré Kabila qu'on avait placé d'abord comme porte-parole. Et je ne sais pas comment elle s'est arrangée pour être à la tête et devenir président. Et la réalité nous dit que ce n'était pas dans le plan des agresseurs du Congo, des soi-disant libérateurs. C'était une surprise. C'est ce qui a fait qu'il était devenu automatiquement ennemi quand il s'est proclamé président à partir de Lumbashi. Et pendant tout le voyage qu'il faisait avec ses soi-disant amis là, alliés, jusqu'à Kinshasa, il n'était plus en bon terme. Mais quelque part là-bas, après que le torchon ait commencé à brûler entre Laurent Désiré Kabila et ceux qui l'ont porté au pouvoir, vous allez suivre James Kabarebe, qui était le petit commandant là, de l'armée d'occupation au Congo, sur toute l'étendue de la nation congolaise, qui disait, quand nous sommes entrés à Kinshasa, ils ont vu des gens en liesse qui ont accueilli les Kadogo comme des libérateurs. Il disait, vive, nous sommes free, nous sommes libres, libération, libération, libération. Et James Kabarebe de dire, je me suis tourné et j'ai dit à Joseph Kabila qu'il ne faut pas te fier aux paroles de tout ce monde qui disent, nous sommes libres enfin, oh, libérés, libération, libération, libération. Car ce sont ces mêmes gens qui, tôt ou tard, ou bien demain, ils se retourneront contre toi si tu ne leur donnes pas ce qu'il faut. James Kabarebe qui dit ça, j'ai dit non. Donc dans le plan des Rwandais, des Ougandais, des Occidentaux qui avaient fait ce coup là-bas pour faire partir Mobutu, Joseph Kabila était déjà dans le plan, c'est-à-dire qu'il savait que c'est Joseph qu'il devait mettre au pouvoir. Kabila, lui, c'était seulement un président passager qu'on devait liquider. Laurent Désiré Kabila, c'est-à-dire qu'on devait le liquider. Si vous niez, suivez cet élément, c'est en anglais, mais il y a des écrits à l'écran. Écoutez ce que James Kabarebe est en train de dire. Selon lui, c'est à Joseph qu'il s'adressait, qui devait donner au peuple congolais ce qu'il fallait, ou bien le peuple congolais, s'il ne le donnait pas, le peuple congolais allait se retourner, non pas contre Laurent Désiré Kabila, mais contre Joseph. Ça montre clairement que dans le plan des agresseurs, Joseph, c'était le pion qu'on a mené pour l'asseoir au pouvoir. Et vous comprendrez pourquoi. Pour le démonter aujourd'hui, ça va nous être très difficile si le peuple congolais ne s'élève pas. Suivons d'abord cet élément. N'importe quel changement les aurait rendus heureux. Pas Kabila en particulier. Tout ce qui pouvait faire bouger les choses était bon à prendre. Alors ils chantaient « Vive la libération, vive la libération ». Mais moi je me souviens très bien de ce que j'ai dit ce jour-là à Joseph, le fils de Kabila. Je lui ai dit, ne te laisse pas tromper par tous ces chants. Ces gens qui chantent aujourd'hui « Libération, libération », ce sont les mêmes qui demain descendront peut-être dans la rue pour manifester contre toi. L'important, c'est ce que vous allez leur apporter. Tu vois, ces gens sont opprimés depuis des années. Ils espèrent qu'un jour, on va leur apporter quelque chose de nouveau. Alors, si tu ne leur apportes rien, prépare-toi à avoir des problèmes. Bon, je pense que vous venez de suivre ça. Il n'y a pas moyen, mes frères et sœurs, de dire que je suis malade, ou bien ce que je suis en train de dire, je suis en train de mentir. Tout est clair. Si Kabila est devenu président, même pendant les 3 années là-bas, ce n'est pas la grâce de Dieu. Laurent Désiré Kabila, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et l'homme providentiel, l'homme qu'on était venu avec, c'est Joseph Kabila. C'est encore l'une des preuves
si pas la preuve principale, c'est l'une des preuves que le décès de Kabila, Joseph ne doit pas être étranger à cette histoire. Parce que Kabila, Laurent, était à sa place. Donc, le vrai président, c'était Joseph. Il fallait bousculer Laurent Désiré Kabila. Et ce qui nous amène à la 5e mission. C'est-à-dire, la 5e mission de Joseph Kabila, c'est de favoriser l'exploitation illicite des richesses de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire le bois, les minéraux, les ressources des eaux là-bas, en encourageant des signatures et des contrats léonins. Remarquez, il y a des entreprises qui viennent au Congo, qui signent des contrats pour exploiter les minéraux. Mais dans des pays organisés, si vous suivez l'histoire, même dans des pays organisés en Afrique, en Europe, même dans le continent américain, on ne doit pas signer un contrat pour exploiter les richesses souterraines ou bien les richesses en général d'un pays sans que le Parlement soit informé ou bien le Parlement ne s'assoie pour donner l'aval à ce que telle société, tel individu puisse avoir accès à l'exploitation des richesses. Mais au Congo, c'est le contraire. Je ne sais pas quelle maladie est entrée dans le chef des Congolais. On a des sénateurs au Congo, des députés bourriques qui sont là pour bouffer seulement leur salaire mensuel là-bas. Ce n'est pas 3 000 $, ce n'est pas combien on leur donne là. Mais ils ne tiennent pas compte de ce dossier. Or, c'était eux. C'est eux les maîtres qui devaient s'asseoir, peser sur le gouvernement, sur n'importe qui, parce que c'est eux les représentants du peuple congolais. C'est eux les représentants du peuple, c'est-à-dire la richesse appartient au peuple congolais. C'est à eux donc que revenait et que revient le devoir de dire celui-ci peut entrer, exploiter nos richesses. Celui-là, pas. C'est à eux, les sénateurs, les députés, d'établir une loi pour préserver les richesses du pays, les exploiter et en retour renflouer les caisses de l'État pour que le peuple congolais ait le bonheur, pour donner au peuple congolais du travail aussi. Ce qui leur manque, la nourriture, les soins médicaux, tout ça. Alors pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un beau et grand pays? Pourquoi est-ce que Dieu a enfoui des richesses dans son sous-sol? Ce n'est pas pour que nous puissions continuer à mourir de faim. Ce n'est pas pour que les étrangers puissent venir et nous imposer. Jamais de la vie. Les étrangers peuvent forcer les choses. Mais si la situation perdure, c'est parce qu'on n'a pas un gouvernement responsable. C'est parce qu'on n'a pas de représentants du peuple responsables. On a beaucoup d'aventuriers. Quand je suivais Zakari Bababassou, un soi-disant politicien député, avec les manières là-bas de polémistes là, un fanfaron, je ne sais pas, habitué à faire la musique là, faire parler les musiciens, en train de se dire, il veut même être gouverneur de la ville de Kinshasa, mais en train de tenir des propos. Narguer le peuple congolais comme ça sur le nez. Et vous pensez que nous allons arranger le pays pour vous. Vous pensez que Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba va arranger le pays pour vous. Même moi, Zakari, je vais arranger le pays pour vous. Vous vous trompez. Moi, Zakari, je vais arranger mon endroit. Moi et ma famille. Joseph aussi va arranger son endroit, là où il est, même Jean-Pierre Bemba, lui et sa famille. On a, vous voyez, des gens pareils. Ce sont des gens qu'on a à la tête de la République démocratique du Congo. C'est vraiment l'envers. Des anti-valeurs. Suivez ce que Zakari a dit un jour. Si Kabila to bema bongsolomboka. Yoka si Kabila to bema bongsolomboka.
yoka si Kabila to bema bongosolo mboka. Yoka si Kabila to bema bongosolo mboka. Muntu na muntu azo bongisa mboka place ya zali. Ono Zakari zelana no bobongisa na mboka to yoza sirke ngana obongosolo za sirke ngana obongosolo nga. Mboka to yoza sirke ngana obongosolo za sirke ngana obongosolo nga. No bobongisa na mboka to yoza sirke ngana obongosolo za sirke ngana obongosolo nga. Eza la Kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Eza la Kabila eza la bemba bazana ko bongisa na no vipo na bango na famille na bango. Lebso ko to bino bana poto ko to bule zati. Zakari pe na marque na ye aye na coin na ye azo bongisa pe mboka na côté na ye. Ba musicien ba businessman, Zakari a businessman. Mais oui, c'est clair. Bon, je pense que vous l'avez suivi. C'est un exemple parmi un millier d'exemples des soi-disant représentants du peuple que vous avez au Congo à Kinshasa. Des gens qui sont là pour bouffer. Parce que le grand problème au Congo, c'est quoi? Un soi-disant intellectuel congolais, quand il a ses makayabou, ses frétins là-bas, ses pas, son pondou là-bas, son morceau de viande sur l'assiette, quand il mange, son ventre gonfle, il boit beaucoup d'eau et il dort là-bas. C'est fini, il oublie tout. C'est-à-dire le pays est bien parce que lui, il vient de manger son rikayab. Et il se dit élu du peuple. Or, un élu du peuple, c'est celui, bien sûr, il va manger, mais qui doit aussi prendre soin du peuple, qui doit se rendre compte que le peuple doit être heureux, doit avoir accès à la nourriture, à l'eau potable, aux soins médicaux, moyens de transport, un travail décent, mode de vie acceptable par les lois internationales. Mais au Congo, c'est le contraire. On n'a que des antivaleurs là. Et la minorité qui veut ouvrir la bouche est huée par la majorité là-bas des fainéants qui veulent ce que Joseph reste au pouvoir. Des grands professeurs d'université tels que Trifon Kinkiamolumba, des soi-disant intellectuels comme Claude Machal, un soi-disant professeur, je ne sais pas de quel institut supérieur de l'université, Papi Tamba. Et la liste continue. On voit tous ces criminels-là, quand ils sont en train de parler, eux veulent nous faire croire que tout va bien au Congo. Il n'y a rien qui ne va pas. Il y a le progrès. Mais vous croyez que vous allez tromper qui? Ça montre votre mauvaise foi. C'est-à-dire, avec votre président, vous êtes en train de participer à l'opération qui vise à favoriser les étrangers à exploiter les minéraux. Moïse Katumbi a essayé de gérer la province du Katanga. Moïse même l'avait dit. Beaucoup d'exercices, beaucoup d'activités, je le fais, c'est par esprit patriotique. En tant que gouverneur, j'ai un background d'un homme d'affaires. Je me lance aussi parfois dans des exercices là-bas, des contacts, pour me prendre l'argent, des crédits de la Banque mondiale, d'autres institutions là-bas, pour venir créer des emplois au Katanga, afin que les gens puissent trouver à manger. C'est pour cela que vous avez vu, il y avait des gens qui étaient contents. Il y avait du boulot au Katanga. Ce n'est pas tout le monde qui travaillait, mais quand même, il y avait du travail. Et c'était un progrès qui faisait son bonhomme de chemin. Et selon la Constitution, on s'était dit, et c'est écrit dans notre Constitution, je veux dire, qu'il y aura ce qu'on appelle, je ne sais pas, la rétrocession, mais la retenue à la source. Chaque province, dans ses productions, doit rester avec 40%. Et les 60% devaient aller à Kinshasa. Mais c'est le contraire. Les 100% de la production de toutes les provinces se rendaient et continuaient à se rendre à Kinshasa. Et on voit des aventuriers à Kinshasa, ventre gros, barbu là-bas, grosse tête, qui se paient des jeeps, soi-disant représentants du peuple. Oh, on a des députés.
On a sénateur. On a boy. Alors vous voyez à quel niveau notre pays manque de tête vraiment. On n'est pas dirigé. Le pays est abandonné à lui-même comme ça. Vous avez combattu Moïse. Et suivez au Katanga aujourd'hui, c'est-à-dire le grand Katanga, même si vous l'avez découpé en 80 000 morceaux. Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, là-bas, beaucoup de gens se plaignent. Que comment se fait-il, quand Moïse était gouverneur, on pouvait même voir du travail. Mais s'il ne pouvait pas tout nous donner. Mais il y avait du travail quand même qui se créait. Tout juste après le départ de Moïse, les choses ont changé. Comme une fille qui m'a texté dernièrement sur WhatsApp. Puisque j'ai reçu des messages de beaucoup de gens à Likasi, Kolwezi, Lubumbashi, partout. Les gens se plaignent qu'on est en train de fermer des entreprises. On est en train de licencier des gens, de diminuer le nombre de travailleurs. Alors je leur ai posé la question, mais que fait votre gouvernement? Le rôle du gouvernement, c'est de protéger l'emploi des citoyens, de créer d'autres emplois. Alors que fait votre gouvernement? Il dit, vous savez, Joseph Kabila est en train de nous punir. Nous les Katangais, c'est-à-dire du Grand Katanga, parce que nous avons supporté Moïse à la folie. Et jusqu'à aujourd'hui, nous montrons toujours notre amour et notre attachement envers Moïse. Parce que Kabila nous avait promis que finit la récréation. Je vais vous montrer que le thé existe. Et vous allez boire l'eau sur une fourchette. Mutakunywa maji na kanya. Kabila avait dit ça. Et c'est ce qui est en train de se passer. Au Katanga, il y a une très grande crise. Où va l'argent qui vient des mines, de la production des minéraux? Où va cet argent? Ça part à Kinshasa. Et les vautours qui se mettent là, qui ne travaillent pas, les gros ventres, les malades diplomatiques là, sont en train de bouffer l'argent. Et ceux qui suent, qui sont même en train de creuser les richesses, qui sont au four et au moulin, sont laissés à eux-mêmes comme ça, en train de crever. Et vous pensez que le peuple vous doit, et vous devez vous imposer votre agenda, nous apporter des programmes là-bas de dialogue. Dialogue pourquoi? Avec qui? Un pays riche, un pays avec de l'argent. Vous avez échoué d'organiser les élections. Vous êtes assis là-bas, gros ventre dans vos bureaux là. Vous ne savez pas que l'échéance est en train de s'approcher. Il faut le recensement du peuple. Il faut les cartes d'identité numérique, électronique, tout le monde a évolué. Il faut respecter la Constitution. Vous parlez Constitution, vous ne lisez même pas cette Constitution-là. Si vous la lisiez, comment est-ce que alliez-vous ignorer que les élections c'était dans un temps plus proche? Il fallait déjà être prêt. Si vous ne gazez pas les élections, à qui la faute? Ce n'est pas la faute du peuple. Alors vous prenez le peuple congolais en otage maintenant. C'est ce que nous sommes en train de dire. La 5e mission de votre chef et vous, ses coéquipiers, c'est de favoriser l'exploitation illégale des richesses du Congo. Et quand vous regardez aujourd'hui, les Chinois, les Indiens, et beaucoup des gens d'Asie sont partout maintenant. Comme disait un ami qui avait fait un voyage pour Kinshasa, il dit, mais mon cher, j'ai quitté les États-Unis d'Amérique, nous étions en transit en Belgique quelque part là. On a pris l'avion, nous sommes allés, c'est pas à Addis Abeba. À un moment donné, j'ai vu que c'est presque la moitié de l'avion.
c'était rempli de Chinois. Je me demandais, mais ce sont les touristes qui vont visiter le Congo, quoi. On est allé avec eux, mais quand nous sommes arrivés à l'aéroport de Njili et à Kinshasa, oh mon Dieu, j'étais vraiment ébahi, étonné, bouche bée. Tous ces Chinois-là, quand on traversait pour les formalités à l'immigration, avaient des passeports congolais. C'était des Congolais. Ce qui nous ramène encore à nous poser la question. L'octroi de la nationalité congolaise est en train d'être fait comment par Joseph Kabila? Et sans oublier que ça sera encore un autre problème. Nous débattons avec des gens. Oh, il y a des Rwandais qui sont entrés chez nous. Oh, les gens à l'Est là-bas, c'est rempli de Rwandais. C'est une version. Il y a encore une autre version qui dit non, Mobutu avait donné la nationalité en masse aux Rwandais qui étaient entrés au Congo. Ce n'est pas dans les années 71, 59, après être restés au Congo pendant beaucoup d'années, Mobutu leur avait donné la nationalité en fermant les yeux. Nationalité en masse. Et aujourd'hui, ça nous apporte des problèmes. Beaucoup de Congolais, par ignorance, au lieu que le gouvernement se penche sur ce dossier là-bas, voir qui doit être Congolais et qui ne doit pas l'être. Qui est entré au Congo quand? Est-ce que c'était pendant, avant ou bien après la période de l'octroi de la nationalité par le maréchal Mobutu ou pas? Tout ça. C'est ça le rôle que le gouvernement congolais devait dire. Donc, devait jouer, je veux dire, pour voir comment arranger ce problème. On a un gouvernement fabriqué de fainéants qui ne fait absolument rien. Qui ne songent qu'à coller au pouvoir. Ah, vous voyez que c'est vraiment catastrophique avec le Congo démocratique. Et les Chinois, les Indiens, les Pakistanais et d'autres Asiatiques à qui vous êtes en train de donner des nationalités sans qu'il y ait une loi claire, définie, connue des Congolais, vous allez nous apporter encore un autre problème. C'est pour cela que nous disons que vous êtes en train de vendre le pays petit à petit. C'est pourquoi vous ne voulez pas partir. Puisque, je jure Dieu, si vous vous retrouvez en dehors du pouvoir et qu'on a un gouvernement responsable et qu'on plonge le nez dans le travail que vous êtes en train de faire, mais vous serez tous arrêtables. Vous avez vendu et spolié le pays. Et ce qui nous amène à la dernière, qui est la 6e mission de votre président Joseph Kabila, que vous êtes en train de soutenir, qui est de disloquer la République démocratique du Congo. C'est-à-dire de disloquer l'unité des Congolais. Pourquoi? Avec pour mission d'affaiblir les Congolais. Parce qu'il sait très bien que si les Congolais restent unis, ils seront forts. Et c'est ça le rôle d'un gouvernement. C'est de travailler à l'unité nationale. Un pays, ce n'est pas seulement parce que nous partageons la même monnaie, parce que nous avons le même drapeau, nous avons un même fleuve, et nous restons sur un même territoire, et c'est-à-dire nous sommes déjà une nation. Non. Il y a des choses qui font d'un pays, d'un peuple, une nation. Vous pouvez être dans un même pays, mais vous n'êtes pas une nation. Une nation, c'est-à-dire, il doit y avoir des caractéristiques qui vont vous coller, vous souder, faire de vous de vrais patriotes. Des éléments là-bas, de ciment là-bas, colle. Remarquez aux États-Unis d'Amérique, chaque État est un État à part. Chaque État a son gouverneur, chaque État a beaucoup de lois qui sont différentes d'un autre État. Chaque État a son drapeau, si vous ne le savez pas. Les 50 États des États-Unis d'Amérique, chaque État a son drapeau. Il y a des choses qui se font dans cet État, vous allez dans l'autre État là, on ne les fait pas. C'est-à-dire, ce sont des histoires propres à un État.
Mais vous tous, vous et moi, quand nous parlons des États-Unis d'Amérique, quand nous entendons des États-Unis, nous entendons des choses à propos des États-Unis d'Amérique. Les Américains qui sortent, tous, ne jurent que par les États-Unis d'Amérique. Ils disent « I am American ». Je suis citoyen américain. Ils mettent en avance le drapeau américain d'abord. Pourquoi? Parce que leur gouvernement, le gouvernement central, fédéral à Washington DC, et leur gouvernement de 50 États et d'autres territoires là-bas, ces gouvernements-là ont su travailler dur pour faire des États-Unis d'Amérique non pas seulement un lopin de terre, un territoire là où les gens donc, font je ne sais quoi. Ils ont su faire de ces territoires là-bas, de toute donc, cette diversité des gens qui parlent de différentes langues, qui ont de différentes cultures là-bas, ils ont su en faire une nation. C'est-à-dire les gens, quand ils se regardent comme ça, ils se reconnaissent tous en Américain. Et c'est le travail qu'on attendait que notre gouvernement puisse faire au Congo, mais le gouvernement, avec la crise que le Congo a traversée, il est en train de disloquer le pays. La preuve, vous avez vu le découpage territorial. Vous allez me dire, je sais que c'est constitutionnel, la Constitution le dit, oui. La Constitution le dit, mais il faut regarder. Si vous êtes en train de... Non, c'est que la Constitution dit, vous êtes en train de défendre beaucoup d'histoires pour que vous puissiez rester au pouvoir. Oh, bah, tant que la Constitution dit ceci. Mais vous êtes prêt à défendre la Constitution pour vous rester au pouvoir, pour défendre vos intérêts afin de coller au pouvoir. Mais défendez aussi la Constitution pour dire non. Même si la Constitution dit on aura 26 provinces au Congo, mais il faut regarder le temps et les conditions dans lesquelles nous allons fabriquer. Nous allons procéder au découpage de ces provinces-là. Est-ce que c'est le moment opportun? Nous sommes prêts? Nous avons de l'argent? Puisque les provinces, ce ne sont pas c'est comme des tartines là-bas, vous êtes là, vous découpez, non. Vous multipliez les provinces. Si nous nous mettons avec vous, vous dites d'abord que vous n'avez pas l'argent pour l'organisation des élections, qui est une histoire périodique, qui se fait tous les 5 ans. Mais la gestion d'une province, c'est une histoire régulière, ça doit se faire au jour le jour. Est-ce que vos gouverneurs là, est-ce qu'ils ont des palais? Vous avez construit leur résidence de travail, leur résidence privée, là ils vont rester. Est-ce qu'il y a toute chose est en place pouvant montrer au monde et aux Congolais que vraiment ce morceau de terre, ce territoire mérite d'être appelé province maintenant? Mais ça, c'est l'aventure. On a des gouverneurs qui restent dans des petites maisons, là, qui travaillent, je ne sais pas, dans des locaux qui ne sont même pas peints. Donc, vous avez fait tout à la hâte. Pourquoi? C'est ce que nous appelons des calculs politiciens. Et cela a commencé. L'origine de ce découpage rapide, c'était décourager et affaiblir Moïse Katumbi. Car le Katanga, le grand Katanga, c'était un tremplin qui lui a donné du succès. Il fallait découper ça. Et vous avez découpé ça, vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Contrairement à la constitution que vous dites, vous êtes en train de défendre. La constitution du pays dit que les gouverneurs doivent être élus par le peuple. Vous êtes en train de vous enfermer maintenant. Oh, les grands électeurs, est-ce que votre constitution dit que les gouverneurs des provinces au Congo doivent être élus par les grands électeurs? Et qui sont ces soi-disant grands électeurs? Vous mettez le peuple à côté, vous êtes rapide avec des députés corrompus à qui vous donnez, je ne sais pas, 10 000 $, 5 000 $, vous vous enfermez là-bas dans une maison de criminels là-bas, vous faites les élections là-bas, vous dites, oh, la majorité présidentielle a gagné.
On ne peut perdre un grand nombre de gouverneurs. Chers frères, ne pensez pas que le peuple congolais est dupe. Le peuple vous regarde et ne soyez pas surpris. Le jour où la balle sera dans le camp du peuple. Le Congo est faible. Vous êtes en train de travailler tous les jours pour les disloquer. Parce que ceux qui vous ont mis au pouvoir, ils vous ont donné comme mot d'ordre de tout faire pour éviter que le Congo soit un pays fort, organisé. Puisqu'un Congo fort, organisé, inquiéterait les voisins. Parce que le Congo a tous les atouts. C'est un pays potentiellement riche. Le sous-sol, le sol, même le peuple congolais, c'est un peuple qui s'adapte facilement. Nous avons voyagé dans des pays d'Afrique, d'Europe, en Amérique. Nous qui avons eu la chance de sortir, et non pas seulement de visiter un jour et 3 jours et rentrer, on s'est assis avec beaucoup de gens. On s'est comparé et on a comparé notre culture, notre façon de voir les choses. À quel niveau est-ce qu'on pouvait se situer? Mais, mes chers amis, je ne le dis pas parce que je suis congolais, je ne le dis pas parce que mon sang, mes racines sont au Congo. Le peuple congolais est parmi les peuples avancés. Sur beaucoup de plans, plan raisonnement culturel, on s'adapte facilement. Et on a aidé, on a enseigné beaucoup de choses à beaucoup de peuples. Partout où nous sommes passés. Avec cette crise qu'on a créée au Congo, la guerre qui a fait que beaucoup de Congolais sont sortis en tant qu'exilés politiques, demandeurs d'asile, réfugiés, fouillards, tout ça. Les Congolais se sont répandus comme les Israéliens, les Israélites à travers le monde. Et partout les Congolais sont allés. Dans beaucoup d'activités, ils ont excellé et ils ont apporté un plus à d'autres peuples. Ils ont enseigné à d'autres peuples sur leur propre sol, ce qu'ils ne savaient pas. Le Congo, ce n'est pas seulement la musique, il y a la couture. Moi, j'étais témoin, j'ai vécu partout les Congolais allaient. Les autres ont apporté la Bible, les autres ont apporté la couture, couper couture, les autres ont apporté beaucoup de choses. Travaux manuels, beaucoup de gens ne savaient pas. Même la médecine. Combien de médecins congolais sont appréciés à travers le monde? Pour avoir fui le pays à cause de la guerre, crise, on ne paye pas bien. Ils vont dans des pays là où il y a des médecins qui ne savaient pas où donner leur tête. Mais les Congolais étaient très bien préparés. Alors, ils ont amené un nouveau savoir-faire au peuple du pays là où ils résident. Mais ils sont respectés, contrairement à ce qu'on fait d'eux au Congo. Le gouvernement qui est là a peur de l'ordre, de rétablir l'ordre au Congo, de créer un état de droit. Parce que le Congo serait organisé, ça serait un état fort. Et ça va empêcher l'infiltration et toute la magouille qu'ils sont en train de faire en partenariat avec leurs amis du Rwanda et de l'Ouganda. Vous allez nier. Kagame aussi l'a bien dit dans une vidéo. Mais vous nous condamnez, vous croyez que nous traitons seulement avec de petits groupes de rebelles que nous avons créés. Mais nous avons toujours été en association avec beaucoup de gens dans le gouvernement du Congo, même au plus haut sommet de l'État. Vous n'allez pas nous dire qu'il a menti. Parce que c'est la réalité. Remarquez très bien, vos militaires, vos policiers n'ont jamais foutu leur nez dans l'Est là pour aller rétablir l'ordre, chasser l'ennemi, faire la perquisition de maison en maison, savoir qui est qui, il est venu d'où, qu'est-ce qu'il est en train de faire au Congo. Mais vous êtes là, confinés dans de petites villes, à Kinshasa, Lubumbashi, là-bas, pour malmener les Congolais. Au général Kanyama, son rôle, c'est terroriser les Congolais, les malmener.
pendant que l'infiltration est en train de prendre de l'ampleur dans l'Est. On ne voit pas vos militaires, vos policiers. Allez faire retourner l'ordre là-bas. Ils se promènent avec des grenades là-bas à Kinshasa, sur la place publique. Et ils finissent par les faire exploser dans leurs propres mains. Vraiment, ce pays. Alors, mes chers amis, chers frères congolais, amis du Congo, c'est le problème auquel nous faisons face au Congo. Car nous avons au pouvoir des gens qui travaillent sous le parapluie d'un homme à qui on a donné les 6 missions principales qu'il devait suivre à la loupe pour la République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit en guise de récapitulation, c'était la première mission, c'était de faciliter l'assassinat et brouiller l'enquête à propos de la mort donc, de Laurent Désiré Kabila. Deuxième point, c'est travailler non pas pour la sécurité des Congolais, mais pour la sécurité du Rwanda, de l'Ouganda et d'autres maîtres extérieurs. Troisième mission, c'est ignorer, effacer de la mémoire des Congolais le génocide qui a eu lieu au Congolais, qui a eu lieu au Congo. C'est pourquoi il n'y a ni mémorial, ni monument, ni même cérémonie annuelle, ni même enquête, ni pression sur le plan national et international pour qu'on puisse traquer ceux qui ont tué les Congolais et les amener devant les causes des tribunaux. Et la quatrième mission, c'est aider à l'infiltration des étrangers. Ça, c'est un fait. Aller dans l'Est, et même dans les institutions à Kinshasa, dans l'armée, la police, vous êtes infiltrés, chers frères congolais. Nous sommes infiltrés. La cinquième mission, c'est de favoriser l'exploitation illicite des minéraux, en signant des contrats bidons avec des individus, des petites entreprises de rien du tout, tout en leur octroyant la nationalité congolaise. J'ai parlé des Chinois, Indiens, Pakistanais, Libanais, et toute une kyrielle d'Asiatiques. Et c'est un autre problème auquel nous allons faire face si ce gouvernement de mafia tombe. Et la sixième mission, c'est de disloquer l'unité des Congolais. Il faut couper le Congo en morceaux, même quand on n'a pas de moyens pour créer des provinces. Il faut seulement les découper pour le plaisir de les découper. Batadidjoua, il faut se connaître. Sur ce, je fais appel à tous les Congolais, au pays et en dehors du pays. Chers frères, l'heure est grave. Ne sommes pas seulement là pour faire des discussions inutiles. Oh, parce qu'un gars n'a pas Boy, je sais, même si on te paye $100 par mois, 200. Mais il ne faut pas oublier l'avenir du pays. Où va le Congo? Qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce Congo? Est-ce qu'on aura ce pays tel qu'il est demain? Même si ces gens partaient, dans quel état est-ce qu'ils vont nous laisser le Grand Congo? Un pays disloqué? Avec une nation qui n'existerait plus? Ce sont des questions auxquelles nous devons chercher des réponses et nous prendre au sérieux et nous imposer pour que la Constitution soit respectée et bouter dehors tout individu ou tout groupe d'individus qui voudront s'accrocher au pouvoir anticonstitutionnellement. Sur ce, je dis, je vous aime tant, peuple congolais, et n'oublions pas de ne jamais trahir le Grand Congo démocratique. Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir, une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook.
change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. J'insiste.